Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'absolu. Alors l'absolu, évidemment, ça fait penser à Dieu, et pour nous qui sommes taoïstes, bien ça fait penser au Tao. Alors en fait, on peut distinguer deux choses, c'est-à-dire que c'est pas exactement pareil de parler du Tao et de parler de Dieu. En effet, Dieu est une personne, enfin c'est comme ça qu'on se représente, une personne qui n'a pas de visage en fait, hein, si on prend les musulmans, ils refusent de donner une figure, une figuration à Allah. Euh, donc Dieu est une personne mais sans attribut. Alors que le Tao, c'est un principe. C'est un principe, émane certaines choses de ce principe, mais a priori, on le considère comme le principe vital, le principe de la vie. Alors, moi, depuis que je me suis éveillé, je suis un peu coincé quand il s'agit de parler d'une personne, et je suis un peu coincé quand il s'agit de parler d'un principe. Parce qu'en fait, les deux sont utiles dans des cas différents. Alors, par exemple, si je veux interroger Dieu, interroger l'absolu, eh bien c'est plus simple d'interroger Dieu que d'interroger un principe. Donc quand je parle à mon fort intérieur et que je lui dis est-ce que tu crois que c'est bien de traverser la route, mon fort intérieur s'adresse à moi comme s'il s'agissait d'une personne. Donc à ce moment-là, je m'adresse à Dieu. Dieu, est-ce que tu crois que c'est sage de traverser la route? Je dis même pas Dieu d'ailleurs parce qu'on se connaît tellement bien que je dis est-ce que c'est sage de traverser la route? S'il me dit non, je ne traverse pas. S'il me dit oui, je fais attention et je traverse. S'il me dit fais attention, eh bien je sais qu'à ce moment-là, il s'en remet à moi. Et donc c'est à moi de faire attention et de regarder si je peux traverser la route ou non. Si je demande à un principe est-ce que je peux traverser la route, c'est pas très parlant. Donc c'est beaucoup plus commode dans ce cas-là de s'adresser à Dieu. Par contre, dans certains cas, le principe est utile. S'adresser au Tao, ça peut être pas mal en tant que principe. Donc voilà ce que je peux dire de l'absolu. Maintenant, il faut voir les conséquences de l'absolu. Qu'est-ce que c'est en fait que l'absolu? L'absolu, c'est n'importe quoi, c'est tout, c'est le tout. Et donc, si c'est le tout, eh bien, c'est aussi moi. Donc, je dois être capable de trouver l'absolu en moi. Et bien sûr, je trouve l'absolu partout ailleurs. Alors, une conséquence de ce fait que l'absolu est en moi et partout à l'extérieur, eh bien, c'est que quand je suis chez moi, dans ma chambre, je suis tout seul, je suis à la maison, je me considère comme étant seul et tranquille. Eh bien, la conséquence de l'absolu et de cette prise de conscience, c'est que partout où je me déplace, je suis comme si j'étais chez moi. Et ça, c'est quand même très gratifiant parce qu'on n'a plus jamais peur. On est tranquille, on est serein. L'autre jour, je me promenais au pied d'un nouveau bâtiment de la faculté des sciences et je me sentais vraiment petit face à ce bâtiment énorme. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est l'absolu. Et donc tu es chez toi. Et à ce moment-là, aussitôt, le sentiment de sérénité
s'est réinstallé en moi. Je l'avais un peu quitté. Et le fait que l'absolu soit partout est de nature à nous rassurer. Et c'est vraiment ce qui se produit si on fait attention. C'est-à-dire que l'agressivité du monde extérieur n'est que le reflet de notre propre agressivité. Si nous ne sommes pas agressifs vis-à-vis de l'extérieur, eh bien l'extérieur n'a aucune raison d'être agressif envers nous. Et si en plus on est capable de reconnaître l'absolu dans cet entre guillemets extérieur qui n'est autre que nous-mêmes, eh bien là, on rentre dans une sérénité profonde qui est celle de l'éveil. Alors, l'absolu et l'éveil, eh bien, l'éveil, c'est reconnaître l'absolu partout. C'est-à-dire que l'éveil, c'est reconnaître la non-dualité entre nous et le reste du monde. Il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire que je me prolonge dans le monde, dans mon environnement. Et voilà ce que l'on peut dire donc de la non-dualité. Alors, avant l'éveil, eh bien, je me considérais comme un individu parmi mon environnement, et je considérais comme étant séparé de l'environnement. Après l'éveil, je prends conscience, et c'est vraiment une prise de conscience, je prends conscience que l'extérieur, ce que j'appelais le monde séparé de moi, n'est pas séparé, et que nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Et cette prise de conscience, ce nouveau paradigme, cette nouvelle prise de vue, ce nouvel angle de vue, ce nouveau point de vue est fantastique, est fabuleux. Et il est assez incroyable de voir que les autres, quand on leur explique par A plus B ce que je suis en train de faire sur cette vidéo, quand on leur explique par A plus B qu'il n'y a pas de distinguo à faire entre l'individu et son environnement, eh bien le message ne passe pas. Le message ne passe pas. L'ancrage de l'individu de l'autre est tellement fort qu'il ne considère pas ça comme une réalité. Alors que cette réalité est ô combien libératrice. Depuis que j'ai pris conscience de cet état de fait, je suis comme un pinson. Je suis gai comme un pinson. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur intégral, quoi, sans discontinuité. Et voilà ce qu'on peut dire de la non-dualité. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, effectivement, une fois que l'éveil est venu, on change de point de vue, ça change tout, mais de temps en temps, on retombe, pas pour longtemps, hein, je vous rassure, on retombe dans la dualité, et c'est là qu'on se dit, attention, non, là, tu as un point de vue duel, reviens à la non-dualité, et là, hop, tout s'arrange, tout s'explique. Donc, l'absolu, c'est non-duel. C'est non-duel. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'absolu. Il y aurait des tas de choses à dire, bien sûr. Hein. Mais grosso modo, si, il y a une autre chose dont je voulais vous parler sur l'absolu, c'est la conception biologique. Comment est-on fabriqué pour concevoir de l'absolu et pour concevoir de l'absolu et de l'ego, voilà, de l'ego. Alors,
l'ego, c'est un, c'est un état, hein, enfin je ne sais même pas ce qu'il faut dire pour l'ego, c'est ce qu'on est quand on est un individu séparé. Et quand on est un individu séparé, on pense. Et on pense à ce que l'on voit à l'extérieur, et on voit ce qui est à l'extérieur comme étant discriminé. C'est-à-dire on se dit, tiens, ça c'est une rose, tiens, ça c'est une table, tiens, ça c'est une rose sur une table. On discrimine comme ça, on ne dit pas, tiens, ça c'est l'absolu, et la table c'est l'absolu aussi. Et euh, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui traduit cette discrimination? Eh bien en fait, si on regarde bien, je pense que vous vous êtes déjà posé la question, c'est le mental qui le fait. Ça veut dire quoi le mental? Plus précisément, c'est notre cortex qui fait des associations d'idées. Il dit tiens, ça ressemble à une table, donc c'est une table. Tiens, ça ressemble à une fleur, donc c'est une fleur. Tiens, cette fleur ressemble à une rose, donc c'est une rose. Donc il fait de la discrimination. Il dit pas ça c'est une table qui a une couleur rose, non. C'est comme c'est une fleur qui est sur une table qui a une couleur rose, c'est une rose. Et donc ça c'est le mental. Et notre ego dit cette rose, j'aimerais bien la sentir, je vais la sentir, je la renifle, et oh, elle sent la rose. Mais c'est le mental qui veut ça. C'est le mental qui désire. C'est le mental qui désire. Et donc, si vous fonctionnez sur le mode du mental, vous fonctionnez sur le mode de l'ego, vous fonctionnez sur le mode de l'individu séparé. Si par contre, vous fonctionnez sous le monde de l'absolu, eh bien, vous allez être complètement, si on fonctionne sur le mode de l'absolu, on va considérer cette rose toujours, mais on ne va pas l'appeler rose, on va dire tiens, ça fait un beau tableau, ça fait une belle nature morte, mais même pas une nature morte, ça fait une belle image. Une belle image. C'est une image de moi-même qui suis en train de regarder moi-même. Alors moi-même, c'est plus l'ego, c'est l'absolu. C'est l'absolu qui est en train de se regarder dans cette rose. Et l'absolu se regarde. Et donc, voilà, l'absolu se regarde. C'est instinctif, c'est intuitif. Et celui qui fait ça, qui ne discrimine pas, c'est aussi une partie de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Alors, le cerveau reptilien, ça fait un peu peur, ça fait reptile. On se demande d'où ça sort. En fait, non, c'est notre cerveau central. C'est-à-dire, c'est celui qui est au-dessus de la colonne vertébrale et qui est au centre du cerveau. Et le cerveau central est le siège de l'intuition, de l'instinct et de tout ce qui est intuitif, quoi. De tout ce qui est intuitif. Au-dessus de ce cerveau reptilien, nous avons le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est là qu'est le siège des émotions. C'est là qu'on va pleurer, c'est là qu'on va prendre de la colère, etc. Et au-dessus de ce cerveau limbique, il y a le fameux cortex du mental, où les idées sont mises en regard avec d'autres idées, et donc où on fabrique tous nos raisonnements mentaux. Donc il y a deux façons de travailler, enfin en gros, hein. Soit on travaille avec son mental, c'est-à-dire les idées, les pensées, hein, pas les idées, c'est le cerveau reptilien. Soit on travaille avec les idées, l'intuition, l'instinct, c'est le cerveau reptilien. Voilà. Tout ça pour dire que
quand on travaille dans l'absolu, on a un comportement différent de celui de l'ego. Et ce cerveau reptilien et ce cerveau limbique ont donc une explication dans la spiritualité en général. Enfin, la spiritualité, c'est passer du cerveau cortex au cerveau reptilien. C'est ça, de devenir spirituel. C'est passer du cortex, du mental, au cerveau reptilien. Bon, je crois qu'aujourd'hui on va s'arrêter là.